Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir, de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Chers téléspectateurs de la Moto TV, bonjour et surtout bon week-end chez vous, partout où vous nous captez à pareil moment. C'est votre émission Écho de l'UAC, une émission scientifique, une émission qui vous parle de toutes les thématiques appropriées, toutes les thématiques à l'ordre du jour. Et pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous le savez peut-être bien, nous sommes en train de nous préparer à la célébration de l'indépendance ou de l'accès à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et c'est pour ce lundi 30 juin 2025, ce sera le 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la RDC. Et aujourd'hui donc, nous vous avons proposé ces thématiques. Nous avons proposé de parler ou d'échanger autour de ces thématiques. Et pour en parler avec beaucoup plus de détails, nous avons reçu pour vous le CT Kikondé. Monsieur l'enseignant, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant au département d'histoire à l'Institut supérieur pédagogique de Mwangi, ISP Mwangi. Exactement. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors, manifestement, c'est votre première fois de vous retrouver sur ce plateau magnifique de la Moto TV. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Je suis à l'aise et je suis très content. Merci pour l'invitation. C'est pour la première fois. Et je remercie Moto TV et l'UAC pour cette collaboration et qui me permet aussi de découvrir un nouveau monde ici, alors que je suis à Butembo, mais je ne suis jamais arrivé ici à la Moto TV. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de vous être déplacé pour venir partager avec nos chers téléspectateurs votre connaissance en matière d'histoire et surtout les informations relatives à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et avant de rentrer dans le vif des détails, je vais vous rappeler ici le sujet que nous allons traiter. Il est intitulé comme suite Ordre, mémoire et imaginaire, analyse critique de la citation avant l'indépendance est égale à après l'indépendance du général Jean Sess. Et pour en parler, nous l'avons présenté, notre invité, le CT Kikondé. Alors, monsieur le CT, pouvez-vous nous parler d'une manière ramassée de l'histoire de la République démocratique du Congo de 1960 à nos jours? Merci, et c'est très vaste parce que même de manière ramassée, c'est toujours vaste. Ça fait 65 ans, vous voyez que ça semble être peu par rapport aux pays comme les États-Unis d'Amérique qui avaient eu l'indépendance en 1776. Alors ça semble être peu, mais avec beaucoup d'événements. Je ne saurais pas dire tout, mais je vais dire quand même l'essentiel, comme vous l'avez dit, de manière ramassée. Nous avons notre pays, la RDC, aujourd'hui appelée RDC, avait été une colonie belge. Et ce sont des particularités que les gens ne tirent pas souvent quand ils parlent de la RDC. Vous trouverez qu'en Afrique, il n'y a aucun pays qui avait porté directement le nom de sa métropole. C'est la première particularité. C'est pour dire que notre pays était un bien privé de la Belgique. Une colonie belge, pour ne pas dire une colonie des Belges. C'était pour eux. Et pourquoi notre pays est devenu une colonie des Belges? Parce que, à la naissance, nous sommes le seul pays en Afrique qui a été créé par addition des peuples.
On a additionné les peuples, on les a fusionnés sous la magie diplomatique et stratégique de Léopold II. Notre pays a été créé à la conférence de Berlin, le seul pays de l'Afrique. Tous les autres pays africains n'ont pas été créés à la conférence de Berlin. Mais la conférence de Berlin date de 1885. Oui, et c'est en 1885 qu'on a créé notre pays sous un format spécial, un État indépendant. Donc notre pays n'était pas une colonie, c'était déjà un État indépendant. Nous avions déjà l'indépendance. Mais un État indépendant de qui? Des Congolais appartenant à qui? Au roi des Belges Léopold II. Voilà, donc ce n'était pas notre pays, ce n'était pas pour nous les Congolais. Nous étions comme de grains dans un panier, mais le panier appartenait à quelqu'un d'autre. Donc c'était un pays de Léopold II, créé à la conférence de Berlin à l'absence de tous les Congolais, pour ne pas dire de tous les Africains. Léopold II obtient l'État indépendant du Congo sur signature de l'acte général de Berlin et il en devient propriétaire. Et c'est seulement 27 ans après que le pays devient maintenant une colonie belge. Les Belges ont récupéré les biens privés de leur roi, ils l'ont récupéré. Et pourquoi? Parce que leur roi avait la dette dans la caisse du gouvernement belge. Donc c'était vraiment leur affaire. Le Congolais n'y était pour rien. Alors, face à toutes ces tractations, eh bien, les Congolais vont commencer à réclamer l'indépendance comme les autres pays qui avaient déjà commencé à réclamer l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, par définition simple, prenons la définition simple, c'est le fait de ne pas dépendre des autres. Donc vous êtes indépendant, vous ne dépendez pas des autres. Or, toutes les colonies dépendaient de leur métropole. Alors, les colonies réclamaient l'indépendance. En réclamant l'indépendance, eh bien, chaque colonie voulait faire partir la métropole, les colonisateurs, pour être indépendants. Et c'est comme ça que les Congolais sont entrés dans la danse. Mais avec une particularité que les Belges qui nous colonisaient n'avaient rien prévu, rien préparé pour que le Congolais soit indépendant, ou le Congo soit indépendant, et que les Congolais puissent gérer eux-mêmes leur pays. Voilà le début un peu malsain de notre pays à l'indépendance. Alors, excusez, monsieur le Seigneur, oui. Parce que ici, je vois qu'il faut relever la question du concept même indépendance. Oui. Nous les prenons peut-être plus souvent comme synonyme de liberté. Est-ce que ce n'est pas un usage un peu rudimentaire et indépendance à l'époque et aujourd'hui peut-être que c'est la compréhension même du concept qui peut poser problème. Parce que, oui, logiquement, on est toujours dépendant de quelqu'un. Oui. En fait, en réalité, c'est par rapport aux réalités coloniales. Pendant la colonisation, les Africains en général, les Congolais en particulier, ne géraient pas ce pays. Tout était fait par les Belges. Le numéro 1 du pays, c'était le roi des Belges. Et le gouvernement qui gérait le pays, c'était le gouvernement belge avec une petite équipe qu'on appelait le gouvernement colonial, donc, qui gérait la colonie en étant à Belgique, parce qu'il y avait deux gouvernements. Il y avait le gouvernement central qui gérait la colonie en étant en Belgique, et il y avait le gouvernement local qui était sur place, sur le terrain, donc au Congo. Alors, le Parlement, il n'y en avait pas. On n'avait pas de Parlement. Donc, les trois pouvoirs traditionnels que vous connaissez, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, n'existaient pas au Congo par les Congolais, mais c'est la Belgique qui gérait le Congo à travers ce gouvernement. Donc, les lois au Congo étaient rédigées en Belgique par des députés belges. La justice était faite par les magistrats belges et le gouvernement, je l'ai déjà dit, par la Belgique. Alors, face à cette réalité, les Congolais réclament maintenant l'indépendance, la liberté. Donc, nous voulons être libres, nous voulons diriger notre pays nous-mêmes. Et les Belges disent non, vous n'êtes pas encore prêts.
on ne peut pas vous donner l'indépendance maintenant, vous n'êtes pas préparé, vous ne saurez même pas gérer un pays. Les Congolais disent non, nous sommes prêts, donnez-nous l'indépendance maintenant. Et ça devient un problème sérieux parce que il y a un professeur belge de l'université de Louvain à Belgique et il fut aussi professeur de l'université de Lovanium à Kinshasa, Van Bilsen, c'est son nom, qui avait écrit en décembre 1955. Il a écrit un article publié dans une revue dans lequel il disait il faut 30 ans pour que le Congo soit indépendant. Cet article qu'on a toujours évoqué comme étant un livre, ce n'était pas un livre, c'était un article publié dans une revue, 30 ans d'émancipation politique pour le Congo belge. Ce livre a été critiqué négativement et par les Congolais et par les Belges. Pour les Belges, 30 ans, c'était trop peu. Pour les Congolais, 30 ans, c'était beaucoup. Alors, ce professeur a été menacé et il a été même radié du Congo et on l'a remis à Belgique avec interdiction de mettre ses pieds au Congo. Voilà, ça c'est en 1955. Alors, les tractations ont évolué pour ne pas prendre beaucoup de temps et on est arrivé finalement à la date fatidique du 30 juin 1960. Une petite précision, pour les Belges, il fallait proclamer l'indépendance le 31 décembre 1960, alors que pour les Congolais, il fallait proclamer l'indépendance le 31 janvier 1960. Donc les Congolais étaient tellement pressés. Donc, quand ils sont arrivés le 21 janvier à la table ronde politique de Bruxelles, ils ont dit à la fin de ce mois, vous nous donnez l'indépendance. Les Belges disent ce n'est pas possible, il faut des préalables. Nous allons jusqu'en décembre et les Congolais ont dit non. Et c'est dans ce dialogue-là de la table ronde qu'ils avaient fini par diviser l'année 1960 en deux. Et c'est pour cela qu'on avait pris la date du 30 juin, qui est le dernier jour du mois de juin. Et le mois de juin, c'est les 6 premiers mois de l'année. Donc, on a divisé l'année juste au milieu. Donc, cette date du 30 juin n'était pas un hasard. C'était après des discussions. Alors, alors, justement, il y a ces facteurs temps qui a posé beaucoup plus de problèmes. Pour les uns, c'était tôt, pour les autres, c'était pétard. Oui. Mais est-ce qu'il y avait, c'est comme s'il y avait des éléments matériels sur base desquels il fallait mesurer l'effet d'être prêt ou pas. Bon, prêt, c'est-à-dire jusqu'en 1960, le Congo n'avait que 12 universitaires, c'est-à-dire des Congolais qui avaient fini les études supérieures, qui avaient fini la licence. Il y avait 12 licenciés en 1960. Sur toute l'étendue de la République. Oui, parce que la toute première université du Congo, c'est l'université Lovanium, l'université de Kinshasa aujourd'hui, a été créée en 1954. Alors avec l'année préparatoire et les 3 ans de graduat et les 2 ans de licence, donc en 1960, on avait trop peu d'universitaires, donc de gens capables de gérer un pays. Et les Belges trouvaient que ce n'était pas possible que de D4, de PP5 puissent gérer un pays. Ce n'était pas possible. Il fallait d'abord former. Alors que dans d'autres colonies, dans les colonies françaises et anglaises, eh bien, on avait déjà commencé à former les cadres. Des gens comme le Sédar Senghor étaient déjà partis aux études en France. Et les autres, comme Nkrumah au Ghana, ils étaient déjà aux États-Unis aux études. Mais les Belges n'avaient rien préparé avec leur système du paternalisme. En fait, pour eux, les Congolais, c'était des enfants. Et les Belges, c'était les pères. Alors, le père était là. Donc, l'enfant n'avait rien à demander. Il ne devait que suivre les ordres de son père. Voilà pourquoi les Belges avaient estimé que ce n'était pas encore le moment. Les Congolais n'étaient pas encore préparés à l'autogestion, donc à la gestion de leur pays. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les Congolais disent, préparer ou pas préparer, donnez-nous l'indépendance, c'est le moment, qu'est-ce que vous attendiez? Il fallait nous préparer depuis longtemps, vous n'avez pas préparé, alors maintenant vous partez, vous nous laissez, nous allons nous débrouiller pour gérer notre pays. Voilà comment les choses se sont passées un peu de manière bizarre. Et c'est comme ça qu'on a toujours condamné les pères de l'indépendance en disant, ils avaient été trop pressés pour réclamer l'indépendance. Mais on était dans la fièvre
de la recherche de la liberté. On voulait être indépendant et, mais malheureusement, on ne se représentait pas ce qui allait venir après. On avait, voilà. Alors justement, le 30 juin 1960, le 30 juin disons 2025, c'est d'ici lundi. Oui. 65 ans après, le Congo va arracher son indépendance à la Belgique. Patrice Emery Lumumba et ses compères vont jouer un rôle clé dans une indépendance qui est censée être porteuse d'espoir, Oui. d'émancipation. Oui. Mais le pays va basculer dans les chaos. Il y a les Katanga puis les Kasaï qui vont faire sensation. Oui. Et justement, là, on revient à la célèbre citation ici du général Janssens qui va dire après l'indépendance est égal à avant l'indépendance. Et c'est pas sur cette base-là déjà un peu fragile Oui. de la non-préparation à l'indépendance, à la direction d'une nation, une grande nation comme ces pays. Voilà. Alors, avant de prendre d'abord la citation de Janssens, je vais vous dire très brièvement que le Congo, après 1960, a connu des moments difficiles. Et nous appelons ça, dans l'histoire, nous parlons de crises. Crise politique, crise économique, crise sociale, donc une succession de crises. Tenez, de 1960 à 1965, selon la constitution de l'époque, à 5 ans, le mandat présidentiel ou le mandat électoral était de 5 ans. Donc après les élections de 1960, on devait avoir les élections en 1965. Pendant 5 ans, on a changé 5 gouvernements dans ce pays. Plus un gouvernement provisoire qu'on appelle des commissaires généraux, les gens que Mobutu avait placés, les étudiants que Mobutu avait placés au pouvoir pour gérer le pays comme une transition. Donc, on est passé de Lumumba, Joseph Iléo, Cyril Adoula, Moïse Tshombe, Évariste Kimba, 5 gouvernements à 5 ans. Donc, une instabilité politique totale. Et si on prenait en détail comment ce gouvernement se remplaçait, c'était tout simplement par la magie et la volonté de Joseph Kasavubu. Quand il ne voulait pas d'un ministre, eh bien, il le révoquait et il nommait un autre. Mais aussi la grande rébellion de 1964 qui a finalement déstabilisé le pays à l'est comme à l'ouest. Alors, en 1960, oui. Cette stabilité a donc donné raison aux Belges qui disaient que les Congolais n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts pour gérer le pays. Parce qu'en 1965, à la place d'une élection qui devait avoir lieu en décembre 1965, en novembre, Mobutu, qui était le chef de l'armée, fait un coup d'État. Donc le 24 novembre, il y a un coup d'État et il n'y aura plus d'élection en décembre 1965. Mobutu fait 2 ans au pouvoir. En 1967, il supprime tous les partis politiques et il crée un seul parti, le MPR. Le pays entre dans un rythme de monopartisme. En 1970, Mobutu, qui avait annoncé 5 ans de gestion du pays par l'armée pour stabiliser d'abord le pays, et après 5 ans, ils allaient remettre le pouvoir aux civils selon la Constitution. Mais il avait déjà pris le goût du pouvoir. En 1970, il organise les élections et il donne comme condition, pour être candidat président de la République, il faut être fondateur d'un parti politique. Or, le pays n'avait qu'un seul parti politique dont lui était le fondateur. Donc, il était le seul qui remplissait les conditions d'être candidat président de la République. Et il a été élu en 1970, candidat unique, et il est passé. Et il change la constitution, le mandat présidentiel désormais est de 7 ans. Donc, de 1970 à 1977, il est président. Et en 1977, il maintient les mêmes conditions. Pas de parti politique et le candidat, celui seul qui remplit les conditions. Il est élu encore de nouveau président de la République pour 7 ans. Et on va aller jusqu'en 1984. Il sera élu pour la 3e fois comme président de la République. Donc, vous voyez que pendant cette période, Mobutu a appliqué un pouvoir fort et on a pensé que le pays était stable et les choses marchaient bien.
Alors que en réalité, ça ne marchait pas. Donc, les anciens politiciens, les uns sont allés en exil, d'autres ont été contraints à entrer dans le MPR, parce que c'était le seul parti. Moi qui vous parle, j'ai chanté dans le MPR parce que j'étais déjà à l'école primaire et même secondaire à cette époque-là. Et mine de rien, le mécontentement qui existait va pousser certains leaders à dire non à Mobutu. C'est le cas de Tshisekedi. À toi, comment pas Félix. Félix, c'est l'actuel. Tshisekedi Wamulumba. Voilà. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est en 1980 que Tshisekedi Wamulumba a créé l'UDPS. Les gens n'en parlent pas beaucoup. L'UDPS a été créé en 1980 dans les coulisses parce que Tshisekedi était prisonnier, un peu comme Mandela, prisonnier presque interne. Et Mobutu ne voulait jamais le libérer de la prison, on le permettait d'une prison à une autre. Et il a créé l'UDPS et Mobutu savait que Tshisekedi venait de créer l'UDPS. C'est le premier parti d'opposition en dehors du MPR depuis 1967. Donc vous voyez qu'on allait de malaise en malaise. Et c'est comme ça que les élections de 1984, là j'étais déjà grand parce que je connais un peu ce qui s'était passé, j'étais même en 5e secondaire en 1984, eh bien, Mobutu n'était pas très sûr de gagner les élections parce qu'il savait déjà qu'il y avait un parti d'opposition, mais qui était étouffé, qui ne pouvait pas se manifester. Voilà pourquoi, aux élections présidentielles de 1984, il a durci le ton. Nous avions dans le bureau de vote, il n'y avait que 2 bulletins de vote, le vert et le rouge. Et tout le monde était obligé de voter vert. Quand vous votez rouge, les militaires vous frappaient. Et avant même la fin des élections, pendant qu'on votait encore dans les provinces, à Kinshasa, on proclamait déjà que Mobutu avait gagné les élections avec 99%. Voilà. Vous voyez que c'était une affaire, une élection forcée, parce qu'ils ne voulaient pas sentir que les gens qui ont adhéré à l'UDPS, même dans les coulisses, ne puissent se faire sentir. Et c'est pour cela que en 1988-89, il a été obligé, forcé par d'abord le mécontentement du peuple, forcé par l'opinion internationale, il a été obligé de faire ce qu'il a appelé les consultations populaires, et à l'issue de ces consultations populaires, il va prononcer finalement son discours fatidique du 24 avril 1990, dans lequel il annonçait le retour au multipartisme, la fin du MPR parti unique, la liberté à chaque citoyen zaïrois d'adhérer au parti de son choix. Et c'est pour cela que dans ce discours-là, que vous connaissez, que vous avez déjà suivi, il avait pleuré. Quand il a dit « comprenez mon émotion ». Pourquoi il avait pleuré? Il avait pleuré parce qu'il avait juré que de son vivant, on ne parlera jamais d'un ex-président. Donc on parlera du défunt président. Donc il va mourir président. Malheureusement, ce jour-là, il a compris que les choses commençaient à changer. Voilà. Et on était dans les Zaïre. Alors, en 1971, il avait déjà changé le nom du pays, il a changé le nom du fleuve, il a changé le nom de la monnaie. On est passé du Congo au Zaïre. Mais en 1990, il n'a pas changé. On est resté dans les Zaïre. Et c'est Laurent Désiré Kabila qui viendra changer le nom en 1997. Donc vous voyez que pour revenir maintenant au général Janssens, ce que je n'aime pas souvent, c'est quand on parle de cet extrait de général Janssens, on oublie un passage. Lequel? Le général Janssens, c'est quand il a parlé de avant l'indépendance égale après l'indépendance. Les écrits originaux, c'est après l'indépendance égale avant l'indépendance. C'est ça. Mais souvent dans les documents, on inverse avant l'indépendance égale après l'indépendance. En fait, le général Janssens s'adressait aux militaires. Et c'est la partie qui vient juste à la fin de la phrase là, parce que il avait mis le signe d'égalité. Comme il a mis l'égalité, il a dit après l'indépendance égale avant l'indépendance dans l'armée.
C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans l'armée? Dans l'armée. Voilà, justement. Ça s'est généralisé. Voilà. Et puis les gens ont fait... oui, c'est comme si c'était toute la vie des Congolais d'après l'indépendance serait égale à l'avant l'indépendance. Non. C'était dans l'armée. Pourquoi le général Janssens avait dit ça? C'est parce que le jour de la proclamation de l'indépendance, le 30 juin, le jeudi 30 juin 1960, il y a eu passation symbolique de pouvoir. C'est-à-dire désormais, la Belgique cédait la gestion du Congo aux Congolais. En cédant la gestion du Congo aux Congolais, vous savez que les ministres, c'était des Belges, les députés, ils étaient en Belgique, le gouverneur de province, c'était les Belges, les commissaires de district, c'était des Belges, les administrateurs de territoire, c'était les Belges, les maires de ville, c'était des Belges, les bourgmestres, c'était des Belges. Donc, tout était géré par les Belges. Dans les écoles, les préfets des études, c'était des Belges, et le directeur même de l'école primaire, c'était des Belges. Donc, il n'y a que le pouvoir coutumier que les Belges n'avaient pas ravi de la main des Congolais, c'est-à-dire les chefs de collectivités et de groupements. Là, c'était parce que ça, c'était le pouvoir coutumier. Tout le reste, c'était des Belges. Maintenant, à l'indépendance, il fallait faire la passation du pouvoir. Donc, tous les postes qui étaient occupés par des Belges reviendraient maintenant aux Congolais. Et c'est ça l'indépendance du Congo. Donc, désormais, nous sommes indépendants, nous gérons notre pays nous-mêmes. Le Congo devient indépendant. Mais dans quelle réalité? La réalité politique, la réalité sociale et peut-être nous pouvons ajouter économique. Sauf dans l'armée, on n'avait pas parlé des militaires. Que deviendront les militaires congolais? Ça signifie que dans l'armée, notre armée à l'époque s'appelait la force publique. Les officiers militaires qui commandaient l'armée étaient des Belges. Les Congolais n'étaient que des militaires de rang. Ça va? Et alors, le jour de l'indépendance, les militaires congolais attendaient qu'on puisse parler d'eux, que désormais, tous les officiers militaires belges vont partir. Vous savez que les militaires aiment les grades. Donc, celui qui était caporal s'attendait à devenir capitaine ou colonel. Celui qui était capitaine s'attendait à devenir général. Donc, ils s'attendaient à ce qu'on allait aussi leur céder le pouvoir. Parce que déjà, ils étaient mécontents de la manière dont ils étaient traités par les officiers belges. C'était ça, en fait, le problème. Alors, les militaires, comme ils murmuraient, ils n'avaient pas la force de le dire directement. D'abord, le jour de la proclamation de l'indépendance, eux étaient censés assurer la sécurité de tous les visiteurs qui étaient venus à Léopoldville. Donc, ils n'avaient même pas le temps de s'exprimer. En suivant tous les discours du roi Baudouin, le discours de Joseph Kasavubu et le discours flamme de Lumumba, personne n'avait parlé de grade et de changement dans l'armée. Alors, les militaires commençaient à murmurer. Pendant 5 jours, ce que beaucoup ne savent pas, pendant les 5 jours, le 30 juin c'était un jeudi, les Congolais ont fêté pendant 5 jours. Donc, le 30 juin, le jeudi, il y a eu la fête. Le vendredi, le 1er juillet, il y a eu la fête. Le samedi, le 2 juillet, il y a eu la fête. Et à l'époque, le samedi, c'était déjà le début du week-end. Le dimanche, il y a eu la fête. Le lundi, maintenant, le 4 juillet, les gens ont commencé à se réveiller pour dire, ah, on vient de faire 4 jours de fête, maintenant, nous allons au service. Mais on va travailler où? Certains ne savaient plus s'ils allaient travailler où parce que le chef de service qui était les Belges était parti. Il fallait maintenant changer de bureau, changer de service. Ça a été difficile le premier jour-là, le 4. Maintenant, le mardi, le 5 juillet, eh bien, le général Janssens apprend que les militaires sont en train de murmurer et de demander aux officiers belges de partir et de laisser le poste de commandement de l'armée
aux Congolais. Voilà là où le problème a choqué le général Janssens. Quand il est allé écrire cette phrase, il ne s'était pas adressé verbalement aux militaires. Il a écrit cette phrase sur le tableau, là où il y avait, comme valve, là où il y avait on avait l'habitude de donner les communiqués. Il est venu écrire. Alors, c'était déjà la veille, le 4. Il y avait un sergent qui s'occupait de services économiques au camp colonel Kokolo. Aujourd'hui, on l'appelait camp Léopold B à l'époque à Kinshasa. Alors, ce sergent avait dit l'époque des Belges est déjà dépassée, les Belges doivent partir et nous laisser les postes. Et un officier belge qui était de passage par là avait écouté ça. Il est allé dire à Janssens, attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et le lendemain, le mardi, le 5, le général Janssens arrive très furieux, très mécontent. Il vient écrire tout simplement, je ne vous ai jamais rien promis. Voilà la phrase. Je ne vous ai jamais rien promis. Dans l'armée, tout reste comme avant. Donc, après l'indépendance, ça sera comme avant l'indépendance. Rien ne va changer dans l'armée. Si tu étais caporal, tu restes caporal. Si tu étais sergent, tu restes sergent. Si tu étais soldat de première classe, tu restes soldat de première classe. N'espérez pas au grade. Voilà, le début. Voilà, merci. C'était. Vous êtes en train de suivre École de l'UAC. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la thématique autour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour plus de détails, nous sommes sur ce plateau magnifique de la Montre TV avec les CT Kikonde. Je rappelle que vous êtes enseignant au département d'histoire de l'Institut supérieur pédagogique de Muhangi, ISP Muhangi à Butembo. Et la célèbre citation du général Janssens, voilà, les CT vient de nous apprendre qu'elle s'adressait aux militaires. Et aujourd'hui, 65 ans après, l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Disons, même toutes les autres nations d'Afrique vont suivre aussi sur la chronologie et l'histoire telle qu'elle nous est racontée. Est-ce que le rôle vraiment matériel de l'indépendance, c'est quoi le rôle de l'indépendance pour une nation et surtout chez nous en Afrique? Parce que c'est là que ça se chante, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se parle. Oui, merci bien pour la question. L'indépendance, en fait, c'est une bonne chose. Tu es marié? Non. Non. Tu es encore sous le toit paternel? Oui. Tu n'es pas encore indépendant. Mais tu es indépendant à un certain niveau. Parce que quand tu as besoin de manger, tu attends que maman te donne la nourriture. Maman, est-ce que je peux manger faim? Papa, est-ce que les frais académiques, je dois aller aux études, hein? Alors, le jour où tu vas te marier, tu vas obtenir l'indépendance. De la part de qui? Des parents. Donc, tu ne vas plus dépendre de tes parents, tu seras autonome. Tu vas faire ce que nous appelons l'autogestion. Tu vas te gérer toi-même. Donc, prenons un peu cette image-là de l'indépendance d'un jeune garçon qui se marie. Donc, le mariage, c'est vraiment l'obtention de l'indépendance. On cesse d'être sous les ordres des parents, on cesse d'être sous-logé chez les parents, on est chez soi et on gère son foyer. On est indépendant. Je voudrais commencer par là. Alors, imaginez un pays où tout était dicté par la métropole, c'est-à-dire par les Belges. Alors, la population réclame l'indépendance comme Faustin que je suis. Le jour où je me suis marié, mon père a dit, voilà, Faustin vient à demander l'indépendance, je viens de lui donner l'indépendance. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive au Congo et à l'Afrique? Nous prenons le Congo parce que ça nous intéresse directement. Après l'indépendance, nous avons connu beaucoup de difficultés au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau sécurité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus raconter l'insécurité parce que vous êtes en train de vivre ça. Vous-même, vous vivez l'insécurité. Est-ce que l'indépendance était une bonne chose pour nous? Le désordre qui se passe chez nous, je vais balayer comme ça.
Regardez par exemple notre ville de Butembo ici, où les gens ne savent plus que la ville a certaines normes. Il y a des lois. Dans une ville, on ne fait pas de toutes les rues de la ville le marché. Donc, on vend partout. Et actuellement, les mamans parlent même des articles, même sur le macadam, sur le goudron en ville, sur le boulevard. Partout, on met des boutiques, partout, on met des kiosques, et la circulation devient difficile. Et si nous vivons ça ici chez nous, vous savez ce qui se passe à Kinshasa, ce qu'on appelle les embouteillages à Kinshasa. Vous pouvez quitter chez vous à 6 heures et vous arrivez au lieu de service à 10 heures. Vous êtes sur la route. À l'époque belge, on ne pouvait pas tolérer des choses pareilles. Est-ce que nous avons dans notre pays un pouvoir qui peut organiser le pays? Le pays semble être abandonné. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun décrète. On se lève un matin, on dit aujourd'hui il n'y a pas de travail dans cette ville morte, mais allez pas au service. Et tout le monde écoute ça. Mais celui qui a déclaré ça, il est qui pour dire que les gens ne puissent pas travailler? Donc, nous sommes dans un pays qui est en train de pendre vers la jungle. Regardez les taxis, motos en ville. On crée des parkings partout là où on veut, même là où il y a les croisements des rues, les ronds-points, on vient se placer là-bas et finalement on ne sait plus si on est dans une ville ou on est au village. Et dans l'enseignement, dans les services économiques, vous allez même à la banque pour retirer l'argent et il vous arrive parfois de corrompre d'abord le caissier, celui qui est au visa pour qu'il fasse passer votre bordereau pour que vous ayez vite l'argent. Donc, il y a un désordre qui témoigne d'une sorte d'immaturité chez nous. Alors, on peut dire que l'indépendance de la RDC reste encore à conquérir. J'ai toujours donné raison, malheureusement, peut-être que je vais décevoir certains téléspectateurs qui me suivent, j'ai toujours donné raison à ceux qui pensent que c'était trop tôt de donner l'indépendance aux Congolais. Parce que cette immaturité s'est manifestée déjà tout au début. Vous imaginez le 5 juillet, avec la phrase du général Janssens, il y a eu mutinerie. La force publique, les militaires congolais ont cassé les dépôts d'armement, ils ont pris les armes et ils ont commencé à tirer et c'était le pillage total à Kinshasa et dans Léopoldville à l'époque et dans les autres villes. Vous imaginez que comme je l'avais dit, en 1967, Mobutu crée les 1PR et il oblige tout le monde à ne plus faire le contraire de ce qu'il pense, ce qu'il appelait le mobutisme, la doctrine de Mobutu. Donc, ce sont ces raisonnements qui sont justes et rien d'autre. Il ne faut pas réfléchir autrement. Il n'y a que le président qui raisonne bien. En 1971, il décide de changer le nom du pays, alors que dans la constitution, le pays s'appelait République démocratique du Congo, depuis la constitution de Louabourg de 1964. En 1971, Mobutu dit non, si on continue à appeler ce pays ici Congo, le Bas-Congo, qui constitue une des tribus, les 450 tribus du Congo, risquerait de croire que ce pays leur appartient. Donc il faut cesser d'appeler ce pays le Congo. Ça risque d'être un pays de Bas-Congo. Alors il a changé. Il dit non, nous allons appeler ça le pays de l'eau, comme nous avons beaucoup de cours d'eau, et c'est le Nzadi. Nzadi qui a donné naissance à Zaïre, c'est comme ça qu'on l'appelait République d'Isaïe. Et c'était aussi pour différencier le Congo avec notre voisin, la République populaire du Congo. Donc, oui. Donc, dans ce pays, nous faisons maintenant une sorte de synthèse. Dans notre pays, après l'indépendance, pour que ce pays soit stable, on semble avoir uniquement besoin d'un pouvoir dictatorial. Comme qui dirait, la démocratie ne convient pas pour les Congolais. Parce que démocratie, pour les Congolais, signifie libertinage. Donc c'est la démocratie, on peut insulter le président de la République, on peut insulter tout le monde. Aujourd'hui, on insulte même les prêtres, même les évêques, on les insulte. Donc,
la morale a disparu de ce pays ici. Alors, ce pays, pendant le règne de Mobutu, sous le règne de Mobutu, 32 ans du règne de Mobutu, on a eu un pouvoir fort, dictatorial, malheureusement, au détriment de la population, parce que Mobutu avait bien commencé, mais il a mal terminé. Le social et l'économie du pays étaient déjà par terre à la fin. Au début, il avait bien commencé et tout le monde se sentait à l'aise parce qu'en 1970, même s'il était candidat unique, les gens étaient contraints à les voter parce qu'il venait de mettre fin au désordre de 5 ans qu'on avait connu sous le règne de Joseph Kasavubu. Donc, notre pays a eu l'indépendance. Est-ce que cette indépendance nous a amené du bonheur? Vous êtes en train de vivre ça aujourd'hui. Si on vous demandait d'écrire les bons moments et les mauvais moments que vous êtes en train de vivre dans ce pays depuis que vous êtes grand, vous allez écrire, je pense que vous risquez de remplir 10 pages de négatifs sur 2 pages de positifs. Un jour, je disais... C'est sûr que les positifs ne sera même pas spontané. On va commencer à beaucoup plus réfléchir. Oui, à chercher bon, qu'est-ce qu'il y a eu de positif. Parce qu'un jour, je disais aux étudiants à l'auditoire que moi qui vous parle ici, je ne connais pas les frais académiques et les frais scolaires. Donc, j'ai fait à l'époque où j'ai étudié à l'école primaire, on ne payait rien. Au secondaire, on ne payait rien. Et au supérieur, on ne payait rien. Donc, je ne connais pas ce qu'on appelle frais scolaires, ce qu'on appelle frais académiques. Nous, j'ai fini l'école secondaire et je suis allé à l'université, je vais à l'université de Kisangani. Je suis allé à l'université, il n'y avait pas de frais à payer. On venait s'inscrire et on suivait le cours et on terminait l'année académique, il n'y avait rien à payer. Et ça, c'était déjà sous Mobutu, en 88. Donc, il y a eu des moments où le Congo, notre pays, avait même respiré. Et on a pensé que c'était le bon moment. Mais qui n'a pas duré malheureusement. La plupart du temps, nous avons vécu dans le négatif que dans le positif. Alors la conclusion. Ok, voilà la conclusion. On va déterminer la conclusion. Et après, oui. Nous sommes en train d'analyser et de critiquer la célèbre citation ici du général Jean Sess. Et pour en parler, nous sommes avec le CT Kikondé. Je rappelle qu'il est enseignant d'histoire à l'ISP Muhangi à Butembo. Oui. Et messieurs les CT, 65 ans après, d'ici lundi, ça sera le 30 juin 2025, nous allons célébrer et commémorer le 65e anniversaire de l'accès à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, des 65 ans d'indépendance? Et ça sera votre conclusion parce que le temps est en train de finir. Oui, ce qu'il faut retenir de 65 ans de l'indépendance, c'est que le Congo est entre les mains de ses propres fils. Donc, 65 ans après le départ des Belges, ce sont les Congolais qui gèrent le Congo. Alors, tous ceux qui ont toujours pensé que le Congo n'est pas indépendant, il ne faut même pas parler de l'indépendance, il ne faut même pas célébrer l'indépendance du Congo, ils ont tort. Par rapport à la réalité coloniale, nous sommes indépendants. Tous les postes qui étaient occupés par les Belges sont occupés aujourd'hui par des Congolais. Nous sommes effectivement indépendants. Mais comment nos dirigeants gèrent l'indépendance? Comment nous, Congolais, nous gérons le Congo? C'est ça la grande question. Est-ce que nous gérons bien le Congo pour que les Congolais se sentent à l'aise, pour qu'on puisse parler de l'indépendance? Mon frère, je vais vous faire rire et je vais vous surprendre. La Belgique qui nous a colonisés, c'est l'un des petits pays de l'Europe. Il faut 80 fois la Belgique pour avoir le Congo. La Belgique est l'un des pays pauvres de l'Europe. La plus grande ressource minière de la Belgique, c'est le fer, l'acier. Alors, lorsque nous avons demandé l'indépendance, nous étions sûrs que nous avons des richesses, nous avons des minéraux, nous sommes en fait un pays potentiellement riche. Et si on gérait bien ces richesses potentielles et qu'on les mettait au bénéfice des Congolais, le Congo serait le pays envié par tout le monde. Tout le monde chercherait à venir vivre au Congo.
Malheureusement, le partage des richesses est tellement déséquilibré que ceux qui sont au pouvoir sont dans l'abondance et le bas peuple, malheureusement, dans la misère. En 1960, lorsque le Congo recevait son indépendance, le Congo était 10 fois plus développé que la Chine. Nous étions mieux que la Chine. Aujourd'hui, 65 ans après, la Chine est 100 fois plus développée que le Congo. À cause de qui? Ce n'est pas à cause des Belges. Les Belges ne sont plus au Congo, ils sont partis. C'est à cause des Congolais. Une deuxième surprise pour toi, mon frère. Aujourd'hui, si nous faisons les statistiques du nombre de Congolais qui sont allés en Belgique, étudier en Belgique, vivre en Belgique, certains ont même changé de nationalité. Ils sont devenus belges. Si on pouvait faire les statistiques, compter le nombre de Congolais qui sont en Belgique et le nombre de Belges qui sont au Congo. Donc, c'est comme si vous quittez un bus et vous allez vous entasser dans une voiture. Vous imaginez ça? Donc, au lieu que les Belges fuient la Belgique et viennent vivre au Congo pour chercher les richesses du Congo, ce sont les Congolais qui fuient les richesses du Congo pour aller vivre en Belgique, chercher de l'emploi en Belgique. Est-ce que l'indépendance est une bonne chose pour nous? Donc, nous, les Congolais, nous sommes effectivement indépendants. Nous chantons toujours notre Congo, c'est bien. Et moi, j'aime bien que chaque année, malgré la crise, il faut qu'on célèbre la date du 30 juin. Il faut célébrer ça. Je n'aime pas quand, je suis toujours mécontent quand j'apprends qu'on dit non, la journée du 30 juin sera célébrée dans la méditation. Je n'aime pas ça. Parce que célébrer, il faut fêter, non, il faut trouver une formule de sensibilisation et de conscientisation des Congolais. Parce que nous aimons beaucoup la fête, manger, s'habiller, manger, boire, défiler. Ce n'est pas ça l'indépendance. Non, l'indépendance c'est la méditation, comme vous l'avez dit, mémoire et imaginaire. Est-ce qu'il faut rester avec ça dans la tête? L'indépendance était célébrée. On reste seulement au 30 juin 1960. Non. Il faut que le 30 juin soit chaque jour qui passe. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Il faut dire que le 27 aussi, c'est le 30 juin. Donc, nous devons vivre l'indépendance chaque jour. Et c'est ce que nous chantons dans notre hymne national. Hein? Jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel. C'est un jour, c'est une journée immortelle. Le 30 juin ne doit pas mourir, ne doit pas disparaître. On ne doit pas attendre le lundi pour célébrer le 30 juin. De janvier à décembre, on est dans le 30 juin. C'est-à-dire, tout Congolais doit réfléchir là où il est. Voilà que tu es journaliste ici et tu m'as invité. Mais tu pouvais faire cette émission seul. Et tu as pensé que non, il faut que j'appelle quelqu'un qui est du domaine, qui a fait l'histoire, qui peut un peu nous parler de cette réalité-là. Voilà aussi l'indépendance. Savoir de mettre chacun à sa place. L'homme qu'il faut à la place qu'il nous faut. Chez nous, vous apprenez que un médecin est nommé ministre de la Défense. Bon, je ne sais pas, celui qui a fait l'économie à l'université est nommé ministre de la Santé. Voilà ce qui se passe dans notre pays. On attribue des postes par sentiment et par proximité ou appartenance et le Congo est finalement mal géré. Si nous, les Congolais, nous souffrons aujourd'hui dans notre pays indépendant, je répète encore, le Congo est indépendant et il est effectivement indépendant. Mais comment les dirigeants gèrent ce Congo dans son indépendance? Pourquoi on doit aller chercher l'argent à Belgique pour payer les enseignants congolais? Mais c'est quand même une honte. Un pays qui a beaucoup de minéraux, ça coûte quoi de prendre... moi, je vous parle, une parenthèse, j'ai grandi à Mituri, à Kilomoto. Oui, je connais, je connais. Parce qu'on rappelle que nous sommes déjà à la fin. Oui. Alors, on va terminer. Je connais ce qu'on a comme quantité d'or ici à Kilomoto, à Mungwalu. L'or qu'on a là-bas, ce qu'on a comme réserve d'or en Kilomoto, peut payer tous les enseignants du Congo pendant plus de 100 ans. Il y en a là-bas. Mais les enseignants sont très mal payés et ils doivent gréver à tout moment. Pourquoi? Parce que le peu d'or qu'on retire de là
ça va dans les poches des dirigeants. Le jour où nos dirigeants vont apprendre la justice distributive et la justice attributive, mettre chacun à son poste et donner à chacun ce qu'il doit recevoir selon le service qu'il rend. Eh bien, c'est ce jour-là que les Congolais vont respirer, vont dire, ah, c'est maintenant que nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants depuis on va se rendre compte de l'indépendance. Merci beaucoup. Il faut célébrer l'indépendance à chaque instant, à chaque minute, pour nous rappeler que cette indépendance est à reconquérir. Oui. Voilà, nous avons reçu c'était Kikonde. Je rappelle que vous êtes chef de travaux enseignant à l'ISP Muhangi, à mon département d'histoire. Monsieur le CTN, merci d'avoir accepté et d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. En tout cas, moi aussi, je vous remercie et je remercie les téléspectateurs de Moto TV. Moi aussi, je suis un des téléspectateurs parce que chaque soir, je suis Moto TV chez moi à la maison. Et je voudrais terminer par souhaiter bon anniversaire, pour ne pas dire bonne fête. Bon anniversaire de l'indépendance. Le 30 juin, le lundi, nous allons célébrer l'anniversaire 65 ans d'indépendance. Mais l'indépendance, ça avait commencé depuis 1960. Voilà. Oui, 65 ans, c'est trop et c'est à célébrer. C'est quelqu'un qui a 65 ans, il est vieux. Oui, il est vieux. Donc, je n'aime pas beaucoup ces dirigeants, le président de la République, les ministres qui vont chercher de l'argent à Belgique. Quand tu as déjà l'âge de 65 ans, tu ne vas plus aller demander des patates et des haricots à ton père ou à ta mère. Voilà, merci. C'était Echo de l'UAC. Prochain rendez-vous le week-end prochain. Ciao. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pour